Bonsoir. Pour commencer cette soirée sur les mouvements sociaux, nous avons invité trois personnes mobilisées contre les réformes du gouvernement sur l'asile et l'immigration, en particulier contre le projet de loi de Gérard Collomb, qui arrive lundi dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, alors qu'il a été baptisé sur l'immigration maîtrisée et l'asile effectif. Vous nous expliquerez de quoi il s'agit, mais qui vise grosso modo à faciliter d'une part l'expulsion ou l'éloignement des sans-papiers et à accélérer le traitement des demandes d'asile déposées par les exilés. Alors, vous êtes mobilisés contre ces réformes depuis le terrain. Vous êtes au contact tous les jours de migrants, les unes et les autres. Alors d'abord, nous avons Hortense Gauthier. Vous travaillez pour la CIMAD, une association de défense des droits des étrangers, dans un centre de rétention, celui du Mesnil-Amelot, qui se trouve près de l'aéroport de Roissy. Et vous allez être impacté directement, et surtout les migrants, évidemment, en rétention par le texte de Gérard Collomb. Nous avons invité aussi Nermine Amchi. Vous êtes, à la Cour nationale du droit d'asile. Alors, vous n'êtes pas magistrate, mais rapporteur. Vous allez nous expliquer en quoi ça consiste. Et vous aussi, dans votre travail de tous les jours, vous serez impacté par ces réformes. Et puis, enfin, Mathilde Robert. Vous avez obtenu le diplôme d'avocate, mais vous avez, depuis novembre, décidé de travailler bénévolement à Calais, à l'auberge des migrants, où vous accompagnez des exilés à l'hôpital et où vous, je crois, vous surveillez les violences policières, soit pour les prévenir quand c'est possible, soit pour les documenter. Alors, je vais commencer avec vous, Hortense. Expliquez-nous en quoi consiste votre travail pour la CIMAD au centre de rétention du Mesnil-Amelot, près de Roissy. D'abord, ce que c'est qu'un centre de rétention, parce que tout le monde ne connaît pas précisément ces lieux d'enfermement, qui ne sont pas des prisons, mais qui sont des lieux de privation de liberté, où les étrangers sont retenus avant d'être embarqués dans des avions. Voilà, oui, un centre de rétention administrative, c'est un lieu d'enfermement, important de le préciser, d'enfermement d'hommes, de femmes et d'enfants que l'administration considère en situation irrégulière et effectivement qu'elle cherche à expulser vers leur pays d'origine. C'est bien un lieu fermé puisque c'est entouré de très grandes grilles, de barbelés et les personnes ne peuvent absolument pas sortir. Si elles sortaient, ce serait considéré comme une évasion. Et elles sont constamment surveillées et contrôlées par les fonctionnaires de police. Donc là, par exemple, au Mesnil-Amelot, il y a combien d'étrangers en ce moment? Et puis de quelle nationalité? Qu'on se représente un petit peu ce que c'est que ces lieux et les personnes qui s'y trouvent. Au Mesnil-Amelot, donc c'est un des plus gros centres de rétention administrative de France, du fait de sa proximité avec l'aéroport. Il y a jusqu'à 240 places. Donc après, le nombre de personnes enfermées est fluctuant. Ça peut aller jusqu'à 200 personnes. D'accord. Il n'y a pas de surpopulation comme il peut y avoir dans les prisons ou... En principe, non. D'accord. Et combien de familles en ce moment, ou en tout cas ces dernières semaines, au centre, peut-être avec des enfants? On a beaucoup entendu parler de situations difficiles au Mesnil-Amelot ces derniers mois. Effectivement, c'est un sujet qui nous préoccupe énormément. Depuis janvier, il y a eu 24 familles enfermées au Mesnil-Amelot. 24 familles, pour ne prendre l'exemple que de la dernière, qui a été enfermée il y a peu de temps. Il s'agissait d'une très jeune femme âgée de 20 ans, avec un bébé lui-même âgé de moins de 2 ans. D'accord. Quelle nationalité? Nigérienne. D'accord. Qui a été finalement renvoyée vers son pays ou qui a été finalement libérée par un juge qui a considéré que les conditions n'étaient pas satisfaisantes. Donc, d'accord. Depuis votre poste d'observation, qu'est-ce qui vous interpelle dans la réforme de Gérard Collomb? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans la batterie de mesures qui sont proposées? Nous, on est évidemment très mobilisés sur la question de l'allongement de la durée d'enfermement, qui va donc passer de 45 a priori à 90 jours de durée maximale. D'accord. Donc ça nous inquiète évidemment pour la souffrance que ça génère, parce qu'un centre de rétention... Il faut se représenter la violence du lieu. C'est un lieu où il y a beaucoup d'actes d'automutilation, des tentatives de suicide. Il y a eu un mort au centre de rétention de Marseille en décembre dernier, un jeune homme qui s'est suicidé. Voilà, la rétention, c'est tout ça. Et c'est aussi, si on se place dans la logique du gouvernement, absolument inutile, puisque la durée de rétention n'a absolument aucun impact sur le taux d'expulsion.
Alors, le ministre voulait même initialement l'allonger jusqu'à 135 jours. Les députés En Marche ont ramené pour l'instant le délai maximal à 90, donc c'est un doublement par rapport à la situation actuelle. Et effectivement, l'argument du gouvernement, c'est de dire « mais puissent renvoyer les gens dans leur pays d'origine, il faut qu'on obtienne des laissez-passer de leur consulat pour qu'on puisse les mettre dans les avions. Et ces laissez-passer consulaires prennent beaucoup de temps avant d'arriver. Il y a des pays qui traînent beaucoup, comme le Mali, par exemple, la Mauritanie. Et donc, on a besoin de plus de jours pour laisser ces documents officiels arriver. Et donc, si on rallonge le délai de rétention, on multipliera nos chances, je parle là des mots de Gérard Collomb, de pouvoir remettre ces personnes dans l'avion. Alors en réalité, sur ce point-là, les chiffres sont assez parlants, puisque la très très grande majorité des expulsions ont lieu en début de rétention. Plus on avance dans la durée de rétention, moins il y a d'expulsions. Et simplement pour prendre les chiffres de 2016, sur toute l'année, c'est seulement 1000 personnes qui n'ont pas pu être expulsées après avoir fait les 45 jours. Et si on expulsait effectivement ces 1000 personnes, on aurait une augmentation du taux d'expulsion de 1%. Donc on fait un texte, Gérard Collomb fait un texte pour 1000 personnes, c'est ça que vous nous dites, il y a seulement 1000 personnes qui n'ont pas pu être expulsées à l'issue des 45 jours. En 2016, c'était les chiffres en tout cas. En 2016, d'accord. Et est-ce que vous pouvez nous donner la durée moyenne peut-être de rétention en France? On est à combien Je dirais environ 12 jours. Après, ça varie beaucoup en fonction des nationalités et des centres de rétention. D'accord. Et alors pourquoi le gouvernement insiste tellement sur cette mesure qui est un peu la mesure centrale dans son projet de loi, qui la revendique au nom de l'efficacité? Est-ce que c'est une simple mesure d'affichage ou est-ce qu'ils en attendent des effets réels, soit que ça décourage un certain nombre de migrants de venir en France? Est-ce que c'est en tout cas un argument avancé par Gérard Collomb en commission devant les députés? Quel est l'objet? Je ne sais pas quel est l'objet dans la tête du ministre, effectivement. En tout cas, de notre point de vue, c'est une mesure punitive, un enfermement de longue durée pour des personnes qui ne sont enfermées que parce qu'elles n'ont pas de papier. D'accord. Voilà, en tout cas, notre point de vue. Alors, les députés En Marche ont adouci, entre guillemets, cette mesure et certains veulent aller plus loin et défendre des amendements pour interdire l'enfermement d'enfants, de familles avec enfants dans ces centres de rétention. Le milieu est farouchement opposé, donc tout ça va se jouer dans l'hémicycle la semaine prochaine. D'après la CIMAD, c'est environ 300 enfants avec leurs familles qui ont été retenus l'année dernière. Est-ce que c'est une situation habituelle au regard de nos voisins européens? Est-ce que, là encore, ça peut se justifier? Enfin, qu'est-ce que vous pensez de ce... Alors, sur l'enfermement des familles avec enfants, il faut savoir la France a été condamnée 6 fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour traitement inhumain et dégradant. Donc encore en 2016, 5 fois, je crois. Tout à fait, 6 fois en tout. Voilà. Donc, parce que les durées étaient trop longues ou... Parce que la privation de liberté et les conditions dans lesquelles sont enfermés les enfants, qui sont pas bonnes, sont considérées au titre de l'article 3 de la Convention comme un traitement inhumain et dégradant. D'accord. Donc on a été condamnés. Le défenseur des droits s'inquiète aussi beaucoup de cette situation. Voilà, donc l'enfermement des familles est une vraie préoccupation. Si le ministre s'y oppose aussi fermement, c'est parce qu'il dit que l'alternative serait l'assignation à résidence de ces familles à côté des aéroports et que ça multiplie les risques. Les familles fuient avant leur enquêtement, ne respectent pas leur assignation à résidence. À l'entendre, ça ferait tomber toute la politique française d'expulsion. Sur l'assignation à résidence, qu'est-ce que vous en dites à la CIMAD? Est-ce que c'est une alternative souhaitable? Est-ce que ça fonctionne dans les cas où elle est mise en place? Alors malheureusement, l'assignation à résidence n'est pas utilisée comme une alternative, mais comme un complément à la rétention. Donc non seulement les familles sont d'abord assignées en résidence, ici viennent les chercher ou les convoquent et les emmènent pour, en général, une nuit au centre de rétention pour les faire embarquer dans l'avion le lendemain matin. Donc c'est bien une combinaison de mesures et non pas une alternative. Et pas une alternative. Voilà. Après, sur l'opportunité de l'alternative, on est évidemment extrêmement sceptique puisqu'on dit
d'assignation à résidence. Les conditions d'accès aux droits des personnes assignées à résidence sont aussi une importante préoccupation que le projet de loi actuel ne permet pas de satisfaire. D'accord. Puis une dernière question, parce que c'est aussi un des éléments de langage que Gérard Collomb utilise beaucoup ces jours-ci. Il dit sur la rétention, on est encore très loin de la situation en Allemagne, qui est présentée un peu comme le pays modèle. En Allemagne, on peut retenir des exilés jusqu'à 6 mois, c'est bien ça? Est-ce que c'est parce que... Je crois que c'est jusqu'à 6 mois, je ne sais pas si c'est dans les faits mis en place, mais... Alors sur l'Allemagne, il me semblait qu'on était à 18 mois de durée maximale. Mais même 18. Simplement pour donner les chiffres, encore une fois, et montrer que la durée de rétention n'a pas d'impact sur l'expulsion. En Allemagne, en 2016, on a expulsé 27 000 personnes, quand on a expulsé environ 37 000, avec de rétention à 45 jours. D'accord. On va rappeler les chiffres quand même, sur à peu près 100 000 demandes d'asile en 2017. Donc on est quand même très loin de la crise migratoire que Gérard Collomb met en avant pour justifier ces mesures. Alors je me tourne vers vous, Nermine Hamchi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites à la Cour nationale du droit d'asile? Donc je rappelle que c'est l'instance vers laquelle, la juridiction vers laquelle se tournent les demandeurs qui ont été déboutés par l'OFPRA. C'est en gros leur dernière chance. Vous êtes rapporteur, donc vous instruisez leur dossier, c'est ça? En quoi ça consiste exactement? C'est ça, donc je suis rapporteur, mais également membre de l'intersyndicale CIPS-FO, donc des agents de la Cour nationale du droit d'asile. Donc effectivement, je suis rapporteur et mon magistrat, donc un rapporteur, est en charge d'analyser donc les demandes d'asile qui se présentent devant la Cour. Donc ces demandes d'asile, c'est un dossier qui se compose d'un récit initial et du formulaire d'asile que le demandeur a présenté devant l'OFPRA, également d'un compte-rendu d'entretien s'il a lieu devant l'OFPRA et les pièces éventuelles qu'il a produites devant l'Office, et également donc, toutes les productions qui sont présentées devant la Cour, donc recours, mémoire complémentaire éventuelle et pièces supplémentaires. Donc un rapporteur est en charge, donc, comme son nom l'indique, de rédiger un rapport qu'il présente lors de l'audience. Donc il éclaire les débats par la lecture de son rapport. Cette analyse est indépendante. C'est une analyse juridique et également géopolitique. Donc on instruit dans les conditions de travail qui sont les nôtres, un parcours de vie. Et notre but est donc de manière indépendante de rechercher si la personne craint avec raison donc des persécutions ou pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. D'accord, et donc si elle aura le droit au statut de réfugié ou de protection à la protection subsidiaire. C'est ça. Et vous diriez qu'aujourd'hui, vous avez combien de temps en moyenne pour instruire un dossier? Est-ce que vous êtes surchargé? Est-ce que vous avez le nécessaire? Du coup, c'est le moment chiffre. On a une norme de 325 dossiers par an. Donc en termes d'instruction et de rédaction de rapport, c'est à peu près un parcours de vie, donc 2-3 parcours de vie par jour. On est sur un rythme à peu près de 2 audiences et demie par mois. Donc une audience, pour donner un peu pour un peu illustrer, c'est 13 affaires inscrites au rôle, donc 13 analyses et parcours de vie à faire en une journée. Donc c'est beaucoup, et donc cette notion montre bien qu'il y a une charge de travail et une cadence qui est assez importante sur les épaules des rapporteurs. Et c'était une des raisons pour lesquelles nous nous sommes d'ailleurs mobilisés dans le cadre de notre mouvement de grève. 28 jours de grève, c'est ça, au mois de mars, c'est exactement pour contester le projet de loi de Gérard Collomb qui va compliquer encore vos conditions de travail et donc dégrader le traitement des demandes d'asile, c'est ça? C'est ça, donc on s'est mobilisé dès le 13 février, donc on a fait un mouvement de grève qui a duré 28 jours, jusqu'au 13 mars. Donc effectivement, on s'est mobilisé pour se positionner contre certaines dispositions du projet de loi qui sont attentatoires tant des garanties des demandeurs d'asile, et c'était important de se positionner sur ces dispositions du projet de loi, mais également pour dénoncer l'organisation de la Cour en tant que telle, nos conditions de travail. Mais je voulais souligner qu'on n'a pas été uniquement une force de contestation, on était une force de proposition aussi. On portait et on porte toujours un projet de juridiction pour la Cour qui est peut-être ambitieux, mais qui est complet et cohérent, donc qui revalorise un peu le statut de différents acteurs qui sont donc les rapporteurs, également les secrétaires d'audience. Et donc on s'est battu pendant 28 jours, donc c'était une lutte difficile.
durée inédite, c'est ça inédite pour le Conseil d'État. De la Cour, donc ça donne un peu une idée de l'importance de la réforme de Gérard Collomb. Avant de venir aux mesures que vous contestez, est-ce que vous pouvez nous dire simplement quelles sont les nationalités les plus représentées peut-être devant la Cour On a l'Albanie qui fait partie des pays effectivement dont les demandeurs d'asile de cette nationalité font le plus de recours. On a également la République démocratique du Congo, Haïti. On a également le Soudan, l'Afghanistan, le Kosovo, donc une palette effectivement assez large. D'accord, les Albanais, je crois que c'était en 2017 effectivement les premiers demandeurs d'asile en France devant les Afghans. Alors dans le projet de loi Collomb, qu'est-ce qui vous inquiète, vous, pour les migrants ? Une des dispositions qui a été le plus décriée, c'est la réduction du délai de recours, donc de 1 mois à 15 jours. Je pense qu'il est important de rappeler que... Donc ça, c'est le temps laissé, que j'explique bien aux spectateurs, aux demandeurs qui ont été déboutés par l'OFPRA pour déposer le formulaire de recours devant la Cour, la CNDA, c'est ça, la Cour nationale du droit d'asile. Et Gérard Collomb le fait passer de 1 mois à 15 jours. En disant, finalement, je résume un peu sa pensée, il n'y a pas besoin de 3 semaines pour remplir un formulaire de recours. C'est exactement ça. Donc, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la Cour nationale du droit d'asile statue en premier et dernier recours. Donc, c'est pour ça que ce délai de recours est vraiment très important. C'est déjà un délai dérogatoire en l'état. Le délai est d'1 mois, alors que dans les juridictions administratives, le délai de droit commun est de 2 mois. Oui. Donc, déjà, pour un public vulnérable, le délai est réduit d'1 mois. Le délai de 15 jours n'est pas suffisant pour un demandeur d'asile donc débouté de pouvoir comprendre la décision de refus dont il a fait l'objet, comprendre la motivation de l'OFPRA, saisir d'éventuels acteurs pour l'aider justement dans ses démarches. Des acteurs, c'est-à-dire ? Vous voulez dire un avocat ? Vous voulez dire un avocat, donc il y a également la possibilité de demander l'aide juridictionnelle dans un délai de 15 jours ou en l'état actuel dans le cadre de son recours d'1 mois. Des interprètes pour justement pour lui permettre de comprendre et de pouvoir dès lors motiver davantage son recours. Et c'est vrai qu'on entend 2 arguments de la part de la majorité pour justifier ce délai de 15 jours. Le premier étant, de toute façon, les demandeurs d'asile demandent en majorité l'aide juridictionnelle, donc ils disposent de ce temps ça, c'est vrai, en je crois plus. Que c'est 80% des demandeurs d'asile qui demandent une prise en charge de leurs frais par l'État. Exactement. Et la plupart l'ont, c'est de droit. Mais ça reste du temps sans avocat, donc sans utilité juridique de ce point de vue-là, donc sans accompagnement. Donc au final, c'est du temps peut-être moins utile pour peut-être pour comprendre, pour leur laisser du temps, dans leur cadre justement de maîtrise des institutions, mais ça reste du temps sans aide juridique. Un autre argument est aussi donné par la majorité. Ce délai, c'est exactement ça. C'est de toute façon, en pratique, la Cour accepte des recours sommaires. Mais le problème de ces recours sommaires, c'est qu'en l'état actuel... C'est ce que disent les députés En Marche, effectivement. En tout cas, le gros des troupes En Marche. Mais il suffit, une fois qu'on est débouté, de remplir un formulaire, nom, prénom et 3 phrases pour faire le recours. Donc ne perdons pas de temps. Allons-y, quoi. Mais 15 jours, ça suffit. C'est ça, c'est que... pour être très schématique, un demandeur d'asile qui dépose un recours devant la Cour peut soit être entendu dans le cadre d'une audience ou en procédure accélérée, le délai est de 5 semaines fixé par la loi, ou dans le cadre d'une procédure normale devant 3 juges. Mais il peut également faire l'objet d'une décision de rejet par ordonnance, donc sans même être entendu devant un juge. Et un des critères pour, avoir son recours rejeté par ordonnance, c'est le fait que son recours ne contient pas assez d'éléments sérieux de contestation de la décision attaquée. D'accord. Donc le risque, en réduisant le délai à 15 jours, c'est qu'il y ait des demandes très peu étayées et que parce qu'elles sont mal étayées, la Cour dise ça vaut même pas la peine d'aller en audience, on rejette directement par ordonnance. C'est ça. D'accord. Et déjà, à l'heure actuelle, les ordonnances nouvelles pour ce motif sont de l'ordre de 26%. Ce qui est assez énorme. Et le risque, c'est qu'il y ait une dérive, notamment pour une volonté de respecter les délais fixés, la cadence, la politique du chiffre qui existe actuellement. Parce qu'il y a une politique du chiffre aujourd'hui à la Cour. Effectivement. À l'heure actuelle, plus d'1 dossier sur 2 à la Cour nationale du droit d'asile est examiné par un seul juge. Alors que le principe de collégialité est censé être... tel que j'ai dit, le principe. Et quand vous dites politique du chiffre, pour être bien clair, c'est on instruit le maximum de dossiers le plus vite possible ou on évacue
et on rejette le maximum de dossiers le plus vite possible. Le but, effectivement, c'est d'avoir des délais de traitement les plus rapides possibles. D'accord. Donc, on essaye, les ordonnances... Il n'y a pas d'instruction sur des taux de rejet et des taux d'attribution du statut de réfugié. On est d'accord. Non. Alors, une des autres mesures qui, je crois, vous dérange, mais vous, en tant que rapporteur, mais comme elle dérange aussi les magistrats, certains magistrats de la Cour, c'est le fait que, dorénavant, un demandeur d'asile ne pourra plus exiger d'être physiquement à l'audience devant les juges qui vont trancher son dossier, mais à la demande de la Cour, il pourra être entendu par visioconférence, par écran interposé. En quoi c'est gênant que le gouvernement impose ça? Donc les vidéo-audiences sont déjà un procédé assez récent. Avant, la Cour se déplaçait donc, dans les départements et territoires d'outre-mer pour entendre le demandeur donc, de visu. Donc on a instauré ce procédé donc, qui est assez récent et qui existe aujourd'hui donc uniquement pour les personnes qui résident dans ces territoires et départements d'outre-mer. Et ce qu'il faut noter et ce qui est important, c'est toujours avec leur consentement. Mais à l'heure actuelle, il faut préciser par exemple que 10 affaires sont entendues dans une après-midi, donc ça révèle un peu le côté peut-être expéditif de ce traitement des dossiers en outre-mer. Parfois même, on n'arrive pas à voir au même moment l'ensemble des acteurs de l'audience, donc la caméra est fixée sur certaines personnes et pas d'autres, ce qui crée un climat déjà, outre le côté déshumanisant des écrans, un climat assez déshumanisant. Et parfois même, l'interprète n'est pas aux côtés du demandeur d'asile, mais peut-être au sein des locaux de la Cour. Et le projet de loi vise à élargir ce procédé donc, aux demandeurs qui résident en France métropolitaine et sans leur consentement, alors que l'obtention d'un consentement est une exigence constitutionnelle. D'accord. Donc avant de passer à Mathilde Robert, juste pour terminer, ce texte, selon vous, c'est une dégradation généralisée, par petites touches, des garanties données aux demandeurs d'asile, c'est ça? C'est ça. Il y a cette volonté, effectivement, d'avoir une justice expéditive et justement de créer des... Alors, expéditif, c'est aussi le terme, d'ailleurs, du défenseur des droits, Jacques Toubon, qui était entendu ce matin par la Commission des lois et qui dit effectivement qu'on va arriver à un traitement expéditif. Il y a une volonté de décourager par les obstacles créés, la complexification des procédures. Et effectivement, cette volonté à tout prix de réduire les délais sera au détriment des garanties des demandeurs d'asile. Et il ne faut pas oublier que l'essentiel pour eux, c'est d'avoir une justice de qualité. Donc on est déjà la juridiction administrative la plus rapide de France. On a un délai de traitement de 5 mois, à peu près 5 mois, ce qui est assez inédit. Donc le projet de loi veut un traitement de la demande d'asile depuis la demande jusqu'à le prononcé de la décision de la Cour de 6 mois. Ouais, donc ça paraît à peu près 11 en moyenne aujourd'hui. Donc ça paraît aussi assez déconnecté de la réalité actuelle. Et on est aussi une juridiction qui rend énormément de décisions. On rend le plus de décisions, près de 48 000. Donc ça a l'air vraiment très déconnecté de la réalité. Et donc c'est attentatoire aux garanties, également à nos conditions de travail. D'accord. Alors Mathilde, on va parler de la situation à Calais, puis du délit de solidarité, parce qu'il y a pas mal de députés En Marche qui voudraient essayer de faire bouger le gouvernement sur ce délit de solidarité et de l'assouplir, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la situation à Calais ces jours-ci? On a entendu là, dans les médias que des experts de l'ONU étaient venus sur place et dénonçaient des conditions, une situation parfois inhumaine, avec des problèmes d'accès à l'eau potable, des problèmes de destruction d'abris, etc. Où est-ce qu'on en est à Calais ces derniers temps? C'est des observations qui sont très actuelles parce qu'encore ce matin, il y a eu un nouveau démantèlement sur l'un des principaux lieux de vie des exilés. Du coup, là, depuis la fin du grand froid, globalement, il y a plusieurs lieux de vie différents à Calais qui sont démantelés à peu près une fois par semaine. Ça veut dire qu'en fait, entre 8 et 9 heures du matin, il y a une armée de CRS qui arrive et qui mettent tout le monde hors des tentes. Et supposément, les personnes devraient être autorisées à récupérer leurs effets personnels. Ouais. Et notamment leurs tentes. Et en fait, systématiquement, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que, en fait, nous, ce qu'on nous raconte ou ce qu'on peut observer, parce qu'on essaye justement d'être présent pendant ces moments-là, c'est qu'il y a un CRS qui se met devant une tente qui dit maintenant tu sors et tu vas te mettre de l'autre côté de la rue. Et en fait, les personnes peuvent rien récupérer.
Et donc, ça veut dire qu'en tant qu'acteur associatif, toutes les semaines, il faut redistribuer des tentes, des sacs de couchage pour que le soir même, les gens ne dorment pas. Parce que la logique des autorités, pour reprendre leur terme, c'est d'éviter les points de fixation. C'est ça, il faut absolument éviter que tous les jours, au même endroit, se retrouvent les... Donc, ils luttent contre les points de fixation, c'est ça? C'est ça, c'est le terme officiel. Après... ça a quelque chose d'un peu irréaliste parce qu'en fait, la situation à Calais, ça fait 20 ans qu'elle dure et qu'il y a des personnes qui sont bloquées à la frontière. Et tant que la frontière sera là et que tant que Calais sera à 30 km du Royaume-Uni, et je ne pense pas que ça a prévu de changer sous peu, il y aura des gens qui essaieront de passer depuis Calais pour aller au Royaume-Uni. Et alors, ce qui s'est passé à plusieurs reprises ces dernières semaines, c'est des interpellations, en tout cas des convocations de bénévoles par la police. Pour différentes infractions. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé notamment pour des bénévoles de l'auberge des migrants? Précisément, du coup, à chaque fois qu'il y a des démantèlements, nous, dans l'après-midi, on s'organise pour réeffectuer une distribution pour que les gens qui n'ont plus de tente aient une tente pour dormir le soir, puisqu'il arrive qu'il pleuve à Calais. Et des sacs de couchage, etc. Et il me semble que c'était il y a 2 ou 3 semaines, justement, pendant que cette distribution avait lieu l'après-midi, alors que le démantèlement avait eu lieu le matin. Il y a des personnes qui ont vu leur identité contrôlée dans les volontaires. Et un peu plus tard, sont venus à l'entrepôt. Il y a des convocations au commissariat qui ont été délivrées pour occupation illégale du terrain d'autrui. Et donc ont été convoqués 2 volontaires qui étaient présentes lors de cette distribution, un salarié de l'auberge et le président de l'auberge des migrants, Christian Salomé. Sachant que, somme toute, c'est quand même assez ridicule. Ce n'est pas les volontaires qui occupent ce terrain illégalement. La distribution, elle avait lieu alors que le van de distribution était garé sur la route, qui est donc un espace public. Et c'est évidemment pas les volontaires de l'auberge qui occupent le terrain privé. Et donc, il est arrivé quoi, ces bénévoles, après leur convocation? Pour le moment, rien. On n'a pas encore eu de suite. Donc c'est de l'intimidation? Quelle est la logique? Clairement, c'est de l'intimidation et des convocations ou des menaces de convocation pour des motifs assez farfelus et juridiquement assez peu fondés. Il y en a vraiment très souvent. Par exemple, du coup Par exemple, on parlait de l'accès à l'eau, qui est un sujet compliqué, qui a été dénoncé effectivement par les experts de l'ONU récemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet été, un grand nombre d'acteurs associatifs ont effectué une action en référé liberté pour qu'il y ait un certain nombre de mesures d'urgence, donc devant le juge, un certain nombre de mesures d'urgence qui soient prononcées. Et dans les choses qui ont été prononcées par le juge des référés du Conseil d'État, il y avait notamment de produire un accès à l'eau potable. Et donc, il y a eu une association qui s'appelle La Vie Active, qui a été mandatée par l'État pour organiser des distributions d'eau potable sur les lieux de vie des exilés. Et là où petite part, et ça marchait relativement bien, mais ça ajoutait une petite part de complexité, puisque depuis un mois ou quelques, l'État, suite à l'annonce d'Emmanuel Macron, a décidé d'effectuer des distributions de repas, ce qu'Emmanuel Macron avait annoncé lors de sa venue à Calais au mois de janvier. Et la distribution d'eau et donc les camions citernes ont été déplacés dans les endroits où sont distribués ces repas de l'État. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que ces distributions de repas ont été accueillies avec un enthousiasme assez modéré de la part des exilés, pour des raisons assez diverses. Certaines parce que c'est mal organisé, que ça fait se rencontrer des gens qui n'ont pas forcément envie de se rencontrer au même point de distribution. D'autres, par exemple, à côté dans la zone industrielle des Dunes, donc à côté de l'ancien bidonville, le premier jour où le lieu de distribution a ouvert, il y avait une armée de CRS, une armée de journalistes, et il fallait entrer dans un endroit fermé avec des concertinades, donc les rouleaux avec des petites lames de rasoir sur les côtés. Et étrangement, des personnes qui sont en situation irrégulière n'avaient pas hyper envie d'entrer dans un endroit fermé qui ressemblait à ça. Et il y a aussi le fait, un rejet de principe de la part de certains exilés qui disent c'est pas possible parce qu'en fait, à 1h du matin, quand on me trouve dans les camions, c'est l'État français qui fait qu'il y a des violences policières qui sont exercées contre moi. Ensuite, à 8h du matin, ils me volent ma tente et le midi, ils me donneraient à manger. Enfin, il y a un moment, c'est pas possible. Et du coup, vu qu'il y a un refus de la part des exilés de se rendre dans ces lieux-là de distribution, pour certains, l'accès à l'eau est redevenu compliqué. Du coup, nous, on a recommencé à avoir des bidons qu'on remplit d'eau et on fait des allers-retours réguliers pour qu'il y ait un accès à de l'eau potable. C'est des bidons qui coûtent assez cher et lors d'un démantèlement la semaine dernière, du coup, il y avait 2 volontaires qui étaient présents, qui ont essayé de récupérer les bidons, histoire qu'on ne se les fasse pas nous aussi confisquer par la police. Et ils se sont vus menacés d'être convoqués pour abandon de déchets.
ce qui donc est assez particulier puisqu'ils sont en train d'essayer de récupérer des affaires. Et donc c'était un abandon de déchets. Ça, c'est une infraction du code pénal? Oui. D'accord. Et c'est des problèmes qu'on a aussi avec des distributions de bois. Parce que du coup, on distribue aussi du bois aux exilés pour qu'ils puissent se chauffer, ce qui est vraiment pas du luxe dans la région calaisienne. Et ça aussi, il y a déjà eu plusieurs fois des menaces. Donc vous, ce que vous dénoncez à l'Auberge des Migrants, c'est une forme de criminalisation des actions humanitaires et d'aide aux migrants? C'est évident. Et à Calais, je pense que la situation est un petit peu différente à Calais de celle qui peut exister à la frontière franco-italienne, où justement on est plus sur ce qui est le délit de solidarité, en tout cas l'article L622.1 du CESEDA. Pour lequel, par exemple, Cédric Héroux a déjà été condamné et pour lequel la militante d'Amnesty International, Martine Landry, devait d'ailleurs être aujourd'hui convoquée en procès devant le tribunal. Ça a été renvoyé. C'est ça. Nous, la situation est un petit peu différente parce que, de fait, on n'aide pas les gens à rentrer en France puisque leur objectif, c'est d'en sortir. Et nous, ça va plutôt, la criminalisation, elle va plutôt passer par un harcèlement policier constant. Et ça passe par des choses très diverses. Donc voilà, il y a ces menaces de convocation au commissariat. C'est tout un ensemble de comportements pas du tout acceptables de la part des forces de l'ordre, des contrôles d'identité très fréquents. Il y a aussi une pratique où on a des amendes pour des motifs, mais vraiment parfois farfelus. Enfin, ça ferait rire si c'était pas aussi triste, puisqu'on a déjà eu des amendes pour des véhicules de distribution, pour des essuie-glaces qui ne fonctionnaient pas assez bien, ou pour absence de pneumatique pour un véhicule qui roulait. Donc, c'est quand même assez particulier. Il y a aussi des amendes pour non-port de la ceinture ou pour stationnement gênant à des endroits où on ne s'est jamais rendu, ou alors que le contrôle n'a jamais eu lieu, ou alors que les personnes avaient leur ceinture. Enfin voilà, tout ce genre de choses qui en fait arrivent. Les députés peuvent légiférer, mais il y a un sujet sur lequel ils pourraient bouger, et sur lequel d'ailleurs un certain nombre de députés En Marche ont envie d'avancer, c'est la fin du délit de solidarité. Est-ce que vous pouvez nous rappeler combien il y a eu de condamnations, si ce délit est fréquemment invoqué, et pourquoi surtout les associations, dans leur intégralité, demandent qu'on y mette fin? Alors sur le nombre de condamnations, je ne m'avancerai pas parce que je ne connais pas le chiffre de façon exacte. Du coup, délit de solidarité, c'est un peu l'appellation militante, on va dire, pour dénoncer. Mais l'infraction très précise, c'est l'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour des personnes en situation irrégulière. Aujourd'hui, en ce qui concerne l'aide au séjour, il y a 2 exceptions qui sont prévues. Il y a en premier lieu, si on aide un membre de sa famille, donc son père, sa mère, son conjoint, ses frères et sœurs, etc. Donc là, il y a une exemption. Et il y a l'exemption dite de solidarité qui concernerait des prestations qui ont lieu, qui ont pour but de préserver la dignité des personnes et qui ont lieu en l'absence de toute contrepartie. Mais en fait, ce dispositif, il n'est pas très opérant pour protéger les aidants et les aidantes, puisque par exemple, Cédric Héroux a été condamné sur la base de ce texte-là par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en considérant que puisqu'il était militant et qu'il faisait ça dans une perspective militante qu'il ne dissimulait pas, c'était une contrepartie et que donc l'exception de solidarité ne pouvait pas s'appliquer. Gérard Collomb l'a redit en commission la semaine dernière, il y tient beaucoup à ce qu'on puisse condamner des militants aidants, mais qui agissent au nom d'idéaux politiques et de façon systématique, quasi industrielle, pour reprendre le terme d'un certain nombre de députés En Marche. Il n'a pas l'air de vouloir beaucoup bouger, mais on demandera à Delphine Bagary tout à l'heure si ça va bouger sur ce sujet, puisqu'on vous entendra dans quelques minutes. Pour terminer, je ne sais pas si vous avez entendu le discours d'Emmanuel Macron lundi soir devant les évêques de France, qui a un peu redéfini sa politique à l'égard des migrants et qui a dit au fond que sa ligne, c'était l'humanisme. Qu'est-ce que vous pensez de cette expression et est-ce que vous retrouvez ça dans le texte de Gérard Collomb, comme dans la circulaire qui a été prise en décembre pour organiser une forme de tri dans les centres d'hébergement? L'humanisme réaliste, est-ce qu'on y est? Dans le quotidien calaisien, c'est sûr que non, parce que déjà, il n'y a pas d'humanisme. C'est des traitements proprement inhumains qui sont effectués tous les jours. Et ensuite, le réalisme, il n'y est pas non plus, parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, donc la frontière sera là, il y aura des gens qui seront là pour essayer de passer, et
se dire qu'à un moment, on va leur rendre la vie suffisamment impossible pour qu'ils partent, c'est précisément absolument irréaliste. Je cite encore Emmanuel Macron lundi soir. Ce que nous tentons, donc avec ce texte de Gérard Collomb, c'est la conciliation du droit et de l'humanité. Nous, on est, en tout cas, à la CIMAD, pas du tout d'accord avec ça, évidemment, puisque ce projet de loi, on ne voit pas du tout ce qu'il a d'humanité, mais c'est quasiment exclusivement du contrôle, de la surveillance et de la répression des personnes étrangères, uniquement parce qu'elles sont étrangères. D'accord. Nermine, un dernier mot. On condamne la politique du chiffre actuel qu'on ressent au sein de la Cour. On a l'impression qu'avec ces dispositions, ça va s'accélérer. Donc le côté dossier, le côté chiffre me semble assez éloigné du terme humanité. Et puis l'efficacité, je ne la ressens pas non plus. D'accord, merci beaucoup à toutes.